Bienvenue sur Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Aujourd'hui, on parle de bienveillance, mais pas celle qu'on offre aux autres, celle qu'on peine à s'accorder soi-même. Chers auditeurs, combien de fois par jour vous critiquez-vous ? J'aurais dû mieux faire ci, j'aurais dû mieux faire ça. Je suis super nulle. Pourquoi j'ai encore foiré ce truc ? Vous avez compris l'idée ? Notre voix intérieure est souvent plus dure que notre pire ennemi. Mais bonne nouvelle, on peut rééduquer celle-ci et apprendre à se traiter avec plus de douceur. Notre invitée du jour, Céline Tran, psychiatre et psychothérapeute, a fait de cette question son cheval de bataille. Elle est l'autrice d'Apprendre la bienveillance envers soi-même, publié chez Odile Jacob, un livre qui explore nos schémas de pensée autodestructeurs et propose des solutions concrètes pour enfin être notre propre allié. Alors, pourquoi on s'auto-sabote ? Comment se libérer de ce cercle vicieux ? On en parle tout de suite avec elle. Je suis Amal Dadol, curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Céline Tran, bonjour. Bonjour Amal. Pourquoi est-ce qu'on est souvent plus indulgent avec les autres qu'avec soi-même ? Je pense que parce que c'est un discours qu'on a depuis tellement longtemps qu'on ne se rend même pas compte qu'on est pas très sympa avec soi-même et on pense que c'est normal d'avoir cette petite voix critique en nous, en fait, qui nous juge en permanence. Je suis comme ceci, je suis comme ça, c'est pas bien. Souvent, j'entends des gens qui sont très, très critiques envers eux-mêmes. L'autre fois, j'avais un patient qui me disait qu'il avait un souci, une critique de la part de son chef parce qu'il avait mal rangé un rapport. Et il m'a dit, j'ai pas dormi de la nuit. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Et il m'a dit, mais en fait, je me suis dit que j'étais nulle, que j'avais honte, que peut-être j'avais fait une grosse faute et que peut-être il fallait que je démissionne pour éviter en fait les conséquences. Et donc, j'ai pas dormi de la nuit, j'étais stressée, insomniaque. Et je dis, mais vous savez, imaginez, vous avez un meilleur ami. Est-ce que vous parlez comme ça à votre ami s'il avait le même problème ? Il me dit, mais pas du tout. Je vais pas lui dire, mais quoi, t'as pas honte, c'est nul, tu devrais démissionner sur le champ parce que t'as fait une grosse erreur. Je lui dis, alors pourquoi vous parlez comme ça ? Il me dit, c'est pas normal de se parler comme ça. Moi, je me parle comme ça et je m'entends même pas parler comme ça. Et souvent, les gens, ils s'entendent pas parler. Vous savez, cette petite voix négative, critique. En fait, elle fait tellement partie de nous que c'est normal. Et cette voix, en fait, elle nous cause beaucoup de tension, de stress. J'entends souvent les gens qui se critiquent beaucoup sur plein d'aspects de leur vie, de qui ils sont. En fait, je suis nulle, je suis mauvais, je suis pas à la hauteur. Et puis, on peut aussi juger sur notre physique. J'ai tellement de gens qui se critiquent sur leur physique, leur âge. Je suis trop vieux, trop vieille pour les femmes. J'ai honte de mon âge. J'ai honte de mes rides, de mes bourrelets. Les hommes, je ne suis pas assez compétent. Et cette voix, elle nous critique aussi par rapport aux autres. On se compare aux autres. Les autres sont plus intelligents, ils sont plus heureux. Ceux qui ont des enfants, leurs enfants, oh là là, ils sont HP. Et puis le mien, il est bête. Il a des comportements. Je suis régulièrement convoquée à l'école. Et puis, en fait, ça va pas. Mais les autres, ils ont l'air tellement heureux. Et cette voix, en fait, elle nous fait pas du bien. Alors peut-être on se demande d'où elle vient, cette petite voix négative, non ? Alors d'où elle vient ? Alors justement, d'où elle vient ? Alors c'est en fait, dans la théorie des schémas, elle vient d'où en fait ? Elle vient de la voix de notre enfance. C'est les voix qu'on a internalisées. Des fois, c'est la voix de nos parents qui nous ont parlé comme ça, la voix de nos professeurs, la voix de notre entourage. Donc elle marche maintenant toute seule, cette petite voix intérieure. Et on pense que c'est normal, en fait, on fait même plus la différence et on pense que cette voix, c'est notre voix. J'ai une patiente qui me disait, il faut absolument que je sois performante. Et il se met beaucoup, beaucoup d'exigences. Parce que cette voix, elle peut aussi non seulement nous critiquer, mais elle peut nous mettre beaucoup d'exigences. Il faut que tu sois performant, il faut que tu te dépasses, il faut que tu sois le meilleur. Et toujours plus haut, c'est jamais suffisant. Et alors lui, il se dit toujours, cette patiente, elle se dit toujours, mais il faut que je sois performante, il faut que je sois à la hauteur, je peux toujours mieux faire. Et je lui ai demandé, mais d'où elle vient cette voix ? Elle me dit, cette voix, en fait,
C'est la voix de mes professeurs. Mes professeurs me disaient toujours, il faut que tu te dépasses, tu peux mieux faire, il faut que tu sois mieux que ça, tu as des capacités. Et petit à petit, elle s'est appropriée cette voix. Et cette voix, maintenant, elle est en elle. Et elle marche toujours. Elle lui dit, il faut que tu sois toujours performante. Alors, on vit dans une société qui glorifie la performance et le perfectionnisme. À quel moment cette recherche d'excellence se retourne contre nous? En fait, cette voix exigeante, elle n'est pas si mal parce que quand on est exigeante, on peut faire des belles choses, on se dépasse. Il y a des gens, en fait, ils font des belles carrières, ils ont une belle famille, ils construisent plein de choses. C'est pas si mal d'être exigeante, mais en fait, ce qui nous cause, c'est le perfectionnisme exagéré. C'est-à-dire que l'exigence excessive, c'est nuisible. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est jamais satisfait, on est toujours frustré, jamais content des résultats. Et finalement, ça nous cause beaucoup d'insatisfaction, quels que soient les résultats. Et c'est là où les gens, en fait, certaines personnes qui se mettent la barre trop haute, eh bien, ces personnes-là, elles peuvent faire des burn-out, c'est-à-dire des espèces d'états d'épuisement. Alors, on rencontre ça au travail, de l'épuisement professionnel, mais aussi il y a des mères de famille et des pères de famille qui sont aussi en burn-out parental parce que il faut être le parent parfait pour ses enfants. Alors, dans votre livre, vous parlez de réactions disproportionnées face à des événements anodins. Pourquoi est-ce qu'on perd parfois le contrôle de nos émotions? Pourquoi? Parce que cette voix critique ou exigeante, elle peut vraiment nous dire des choses qui appuient beaucoup sur nos blessures de l'enfance. C'est-à-dire, ah, tu sais, on pourrait en fait ne plus t'aimer, on pourrait t'abandonner, attention, tu n'es pas parfaite, et si tu n'es pas parfaite, on pourrait te rejeter, tu vas finir seule, voilà, tu n'auras plus personne, tu seras rejetée. Et ça, en fait, ça nous renvoie à des émotions pas douloureuses, en fait. Peut-être des fois aussi, cette voix, elle nous raconte des choses terribles, comme par exemple, la vie, c'est une catastrophe, il va t'arriver des choses dangereuses. Et qu'est-ce qu'on va faire, en fait? On va avoir des émotions intenses, par exemple de honte, de culpabilité intense, de peur, le sentiment d'être en danger, le stress, la tristesse intense ou la colère. Et pour apaiser ces émotions très intenses qui rappellent en fait des fois nos blessures profondes de l'enfance, on va chercher à les apaiser de façon inadaptée, comme on peut, des stratégies qu'on appelle inadaptées, plutôt que réguler nos émotions. On va peut-être, par exemple, chercher à fuir, comme la personne tout à l'heure. Eh bien, elle a peur en fait de la critique d'autrui. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dire, je vais peut-être fuir la situation. Donc, il y a plusieurs stratégies inadaptées qu'on retrouve. Il y a des gens, par exemple, qui ont très peur d'être rejetés. Eh bien, ils vont éviter les interactions sociales. Par exemple, les phobiques sociaux, j'ai très peur du jugement d'autrui. Et pourquoi? Parce que peut-être, ils vont me rejeter. Donc, moi, je ne vais pas, en fait, rencontrer des gens. Je vais m'enfuir, qui évite le contact. Donc, on peut fuir physiquement. On peut fuir en se réfugiant dans sa tête. Il y a des gens, en fait, pour fuir leurs émotions, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont hyper-intellectualiser. Ils vont se réfugier dans le monde des idées. Par exemple, j'ai quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai ma mère, elle est très malade. Le médecin a dit que peut-être elle allait pas passer l'été. Et je lui dis, alors, qu'est-ce que vous ressentez? Elle me dit, oh, vous savez, la mort fait partie de la vie. C'est pas la peine d'être triste, parce que la mort, c'est inéluctable. Et on n'arrive pas à accéder aux émotions. On se réfugie dans les idées, on rationalise. Puis il y a des gens, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se construire une espèce de carapace entre eux et les gens, en fait. Comme un escargot avec sa coquille. Et dès qu'il y a quelque chose qui les stresse ou qui provoque des émotions, pouf, ils rentrent dans leur carapace. Et j'ai une personne comme ça, en fait, elle me dit, quand il y a des choses qui sont stressantes à l'intérieur, hop, je rentre dans ma carapace et il n'y a plus rien qui se passe. C'est très confortable,
je ne ressens rien. Il y a d'autres stratégies. C'est par exemple, il y a des gens qui en fait se soumettent, ce qu'on appelle des stratégies d'assujettissement. C'est-à-dire ils ont tellement peur qu'ils changent d'avis et ils sont tout de suite d'accord avec la personne d'en face. Voilà. Ce sont des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent, ils ont très 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 peur du conflit. Et donc en fait, dès qu'il y a un désaccord, tout de suite, en fait, oh oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Et ils changent tellement d'opinion qu'ils savent parfois pas en fait trop ce qu'ils veulent. Et ce qu'on appelle le syndrome du caméléon. C'est-à-dire qu'à force de changer de couleur, on ne sait même plus quelle est notre couleur d'origine. J'ai une patiente, par exemple, en fait, pour elle, c'est tout me va, tout lui va. En fait, quand ses amis lui disent est-ce que tu vas aller manger des sushis ou des spaghettis, tout me va en fait. Et à tel point qu'elle ne sait même pas ce qu'elle aime ni ce qu'elle est en fait. Et tout ce qu'elle veut, derrière ça, c'est quoi? C'est se faire aimer. Et puis, il y a une autre stratégie qu'on connaît bien, c'est un peu l'attaque. L'attaque, c'est-à-dire que des gens, ils vont en fait attaquer. Par exemple, j'ai une autre personne qui a un schéma d'abandon. Et elle a très 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 peur d'être abandonnée. Et quand son copain, il répond pas tout de suite en fait à son texto, là, ça lui déclenche des angoisses d'abandon, etc. Elle est très triste. Et quand il revient, elle l'humilie, elle lui hurle dessus, plutôt que de lui dire qu'en fait, elle a eu très peur qu'il abandonne et qu'elle se demandait pourquoi il n'a pas répondu à son texto. Donc, vous avez des gens qui sont dans l'attaque, dans la colère, dans l'énervement, pour finalement lutter contre en fait des peurs derrière ça. La peur, la déception, la tristesse. Donc, au lieu de toucher ces émotions-là, on va la transformer en colère et attaquer l'autre. Et il y a aussi des gens, par exemple, comme stratégie inadaptée, l'hyper-contrôle. Il y a plein de gens qui contrôlent l'environnement, qui contrôlent le planning, qui contrôlent les personnes, qui contrôlent tout. Il y a des personnes qui font, vous savez, plein de listes. On connaît tous des gens qui font plein de listes toute la journée, du matin au soir, ils planifient, ils contrôlent aussi les gens. Mais t'es où? Où est-ce que t'as été? Qu'est-ce que tu fais? À quelle heure tu rentres? Il y a des gens aussi qui contrôlent chez eux, par exemple. J'ai une personne, elle me dit que chez elle, c'est impeccable. Elle range bien les coussins sur le canapé et quand son conjoint bouge un peu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remet le coussin exactement à la bonne place. Et je lui dis, mais pourquoi, en fait, vous faites ça? Elle me dit, je sais pas, je veux que ce soit tout parfait. Je supporte pas que ce soit pas parfait. Et je lui dis, mais finalement, pourquoi, en fait? Et il me dit, mais parce qu'en fait, je voudrais, imaginons que j'ai des amis qui viennent à l'improviste, je voudrais qu'ils pensent bien de moi, en fait. Je voudrais que ce soit parfait parce que je voudrais qu'ils aient une bonne opinion de moi. Et derrière ça, mais pourquoi vous avez envie qu'ils aient une bonne opinion de vous, les amis? Ils me disent, mais peut-être qu'ils pourraient en fait me rejeter, ne plus revenir. Ils pourraient peut-être plus m'aimer. On revient toujours en fait à peut-être qu'on ne vous aime plus. Alors comment on fait pour sortir de tous ces schémas narratifs autodestructeurs et pour rentrer en contact avec sa vraie voix intérieure, en tout cas celle qui nous construit plutôt que celle qui nous détruit? Exactement. Comment on peut faire? Parce que vous voyez que cette voix, elle est quand même pas terrible. Elle est quand même pas terrible. Elle travaille pas pour nous. D'ailleurs, vous dites qu'elle nous parle à la première ou à la deuxième personne du singulier. C'est quoi la différence entre les deux, entre le je et le tu à l'intérieur de soi? En fait, cette voix, elle peut prendre vraiment des formes multiples et variées. Et c'est pour ça qu'on la reconnaît pas. Et des fois, on l'identifie pas. Et on dit, c'est ma voix. Et cette voix, en fait, elle peut dire je suis nul, je suis mauvais, je suis pas à la hauteur, je me sens coupable, c'est nul. Elle peut prendre la forme du tu. Il y a des gens qui disent tu. Qu'est-ce que t'es con alors, franchement. T'as vu ta sale gueule ce matin? Là, t'as vu ton bouton là? Mais vraiment, mais qui pourrait t'aimer avec ce bouton sur le nez là? Mais franchement, on va te cacher là. Tu vas pas sortir comme ça? Mais carrément, mais vraiment. Mais t'as vu ta tronche là ce matin quand on te couchait? Alors, il y a tu et... le tu, il est quand même violent. Oui, mais moi, des fois, c'est le tu qui tue. Non, mais moi, des fois, vous savez, en consultation, j'ai dit, écoutez, vous allez
Imaginez que votre voix intérieure, là, elle est à côté et c'est un coach qui vous parle avec la même voix en disant « tu, allez-y ». Alors, il commence à dire « ouais, t'as vu comment t'es gros, là? Franchement, t'es bourrelet, là, t'as cellulite. Vas-y, va faire un régime. » Et du coup, comment répond le coach? Alors, je dis, mais vous avez envie d'avoir un coach comme ça? Il me dit, ah non, mais quelle horreur, j'ai envie de le jeter, j'ai envie de le frapper, j'ai envie de le tuer. J'ai dit, voyez, vous parlez comme ça, tout le temps. Il me dit, ah ouais, c'est horrible, je comprends pourquoi je suis mal tout le temps. J'ai dit, voilà, c'est ça. Et en fait, donc, il y a le jeu, le tu. Et des fois, en fait, c'est pas vraiment ni le jeu, le tu, mais c'est une espèce d'oppression permanente. Et j'ai une personne qui me dit, en fait, c'est ni le jeu, ni le tu. C'est comme une espèce de présence, vous voyez, c'est comme un espèce de surveillant à l'extérieur là qui vous surveille. Ah là là, est-ce que tu as bien fait les choses? Attention, quelqu'un va venir pour te dire c'est mal. Oui, c'est une espèce de présence comme ça oppressante et il est toujours sur le qui-vive. Ou alors, par exemple, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un schéma ou un prisme qui en fait les font voir la réalité avec des scénarios catastrophes, par exemple. Eh bien, ils ont l'impression qu'il y a une espèce de menace planante, là, un truc qui va leur tomber dessus, une espèce d'épée de Damoclès qui va trancher la gorge, un malheur qui va arriver, une maladie, ils vont être ruinés, on ne sait pas, ils branchent leur ordinateur, ils regardent leur compte et plus rien. Ouais. C'est incroyable, vous voyez. Ou alors ils vont avoir un accident, voilà, il y a quelque chose qui va leur arriver, quoi. Exactement, il y a par exemple des gens qui me disent, en fait, quand je suis fatiguée, j'ai l'impression que je vais mourir. Je dis, ah bon? Oui, pour moi, c'est fatigue, maladie grave, mort. Je dis, il y a quand même des étapes entre la fatigue et la mort. Il me dit, oui, en fait, maintenant, avec vous, j'ai compris, il y avait un curseur, qu'on pouvait être fatigué parce qu'on est fatigué, quoi. C'est pas grave. Et qu'on n'est pas obligé de mourir tout de suite, en fait. Cette voix, des fois, ça peut être un peu insidieux. J'ai quelqu'un qui me dit, en fait, c'est pas... Elle la voix, là, elle me dit, t'es sûre, tu vas y arriver? Mais laisse tomber. Ah, tu ne veux pas y arriver, c'est pas fait pour toi. Et en fait, elle nous encourage pas. Donc, elle peut prendre beaucoup de formes. Des fois, cette voix, elle peut aussi vraiment prendre la voix d'un de nos parents. Il y a des gens, ils me disent, j'entends parler ma mère dans ma tête ou mon père. Ou un professeur, peut mieux faire. Ah ouais, c'était mon prof de collège, là, fais attention, peut mieux faire. C'est compliqué parce qu'elle est là, en fait, elle est insidieuse. Des fois, elle crie très fort. T'es con alors, mais vraiment, t'es con, hein, mais vraiment. Et puis des fois, elle est toute petite, insidieuse, elle est un peu plaintive. Voilà, en fait, il y a beaucoup de formes possibles pour cette petite voix ou grosse voix. Alors, comment faire du critique intérieur un allié et sortir des ruminations du mental? Comment on fait? Vous parlez, par exemple, la thérapie des schémas, la pleine conscience, la thérapie d'acceptation et d'engagement, oui, que j'ai trouvé très inspirante dans votre livre. Alors, comment on peut se dégager de cette voie? En fait, je pense que c'est important de l'identifier. En clinique, en fait, en thérapie, on présente cette technique, on dit, voilà, imaginez que vous avez une radio, d'accord, dans votre tête. Vous écoutez une radio. Elle raconte, en fait, des choses, des scénarios, etc. Et quel serait le nom de cette radio? Alors, il y a des gens, c'est Radio Catastrophe. Bonjour, c'est Radio Catastrophe. Aujourd'hui, vous allez mourir d'une grave maladie parce que vous êtes fatigué. Aujourd'hui, vous allez avoir un grave accident parce que vous allez prendre la voiture. Aujourd'hui, vous allez perdre tout votre argent parce qu'il y a une grosse crise financière qui va arriver. Donc, Radio Catastrophe. Au dos, c'est Radio Abandon. Aujourd'hui, les gens vont t'abandonner, fais attention. Ou Radio Solitude. Tu vois, t'es tout seul au monde. Et même si les gens te disaient que ils t'aiment, c'est faux. Tu vas finir seul, en fait. Ou Radio Culpabilité. Donc, on va identifier, en fait, vous savez, cette radio, on va nommer. Donc, ça permet, en fait, ce qu'on appelle le phénomène de diffusion. C'est-à-dire qu'on va se défusionner avec cette voix intérieure parce qu'elle est fusionnée à nous et on pense que c'est notre voix. C'est pas nous, c'est juste une radio, en fait. Peut-être, des fois, c'est radio critique. Les gens me disent, ah ouais, c'est radio critique. Radio exigeante ou Madame l'exigeante. Et donc, à partir de ça, on va imaginer que, vous savez, des fois, on écoute une radio puis en même temps, on passe l'aspirateur.
Ouais, oui. Et on s'en fout complètement de ce qu'on s'en fout. C'est juste, voilà, c'est un bruit de fond. Voilà, c'est un bruit de fond. Des fois, c'est catastrophe. Ah oui, d'accord. Tu vas mourir. Ah d'accord, ok. Alors on passe l'aspirateur, on l'écoute pas trop. C'est comme lorsqu'on voyage en voiture et il y a le podcast où vous voyez une musique et blablabla, et puis en fait on pense à autre chose. Et en fait c'est ça, c'est important en fait d'identifier ça, puis dire en fait cette voix c'est juste une radio, on n'est pas obligé d'écouter. Ouais, on fait pas de zoom dessus quoi. Non, on s'en fiche en fait, on s'en fiche. Donc ça c'est la première technique. Et puis en fait ce qui est important aussi, c'est peut-être développer une autre voix bienveillante, une voix bienveillante qui va nous soutenir, nous traiter avec gentillesse, nous parler avec douceur, en fait. Vraiment, c'est important. Nous traiter comme si on était notre meilleur ami. On peut imaginez, vous avez votre meilleur ami à côté de vous. Est-ce que vous allez lui dire « Non, mais tu te rends compte, franchement, t'es dégoûtant, là. Je t'aime pas aujourd'hui, là. Allez, va dormir, t'es nul, personne ne va t'aimer, t'es pas à la hauteur. » On peut imaginer que vous avez, vous-même, c'est votre propre meilleur ami. Est-ce que vous allez vous parler comme ça? Certainement non. Hein? Et donc, imaginez que moi, je suis mon meilleur ami. Comment je pourrais lui parler? Et on va s'inspirer de ça. Parce que souvent, moi, je trouve que les gens ils sont très, très bons amis avec les autres, mais pas avec eux-mêmes. Donc, essayez de vous imaginer parler, en fait, en tant que meilleur ami. Et de quoi vous auriez besoin? Peut-être que vous aurez besoin d'être consolé. Je peux me consoler, je peux me dire ça va aller. C'est pas grave en fait de faire des erreurs. Tu peux faire des erreurs parce que souvent on est aussi très dur quand on fait des erreurs. En fait, on se pardonne pas. Donc se consoler qu'on a besoin. Je pense que c'est important aussi d'apprendre en fait sur ce chemin de bienveillance envers nous-mêmes, de se pardonner et d'arrêter de se faire des reproches, d'être clément, d'être indulgente. D'être des fois aussi son meilleur avocat et pas l'avocat de la partie adverse. Hein. Là, on se défend becs et ongles. Vraiment, c'est important de finalement après d'apprendre à s'aimer, dire je m'estime, je m'aime, je suis digne d'amour. On peut se faire ça et puis c'est important aussi, je pense, de faire un travail aussi émotionnel. Pourquoi en fait on a tellement de schémas et de voix négatives? C'est parce que derrière ça, en fait, c'est quoi? C'est des blessures d'enfance, en fait. Des blessures où, en fait, on a peut-être manqué d'amour, d'affection, de stabilité, de guidance parentale, par exemple. Il y a des gens qui sont très impulsifs parce que les parents, ils n'étaient pas là pour les réguler quand ils étaient petits, ils s'étaient livrés eux-mêmes. Des blessures liées, en fait, au jugement très négatif des parents, aux exigences. Et donc, c'est important aussi de prendre soin de nos blessures émotionnelles. Écoutez les émotions parce que derrière ça, il y a des besoins peut-être en termes d'affection, de stabilité, des besoins d'empathie, des besoins de fois de bienveillance de la part de l'entourage, d'acceptation. Alors, beaucoup pensent que la bienveillance, c'est de la faiblesse, mais vous dites que c'est tout le contraire. Alors oui, je pense que quand on dit que la bienveillance, c'est de la faiblesse... C'est comme la gentillesse d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une faiblesse. Ah oui, ça, vous savez, quand on dit la bienveillance est une faiblesse, eh bien, c'est un jugement négatif. C'est le critique qui critique ça. Je pense pas que la vraie bienveillance, c'est pas de la faiblesse. La vraie bienveillance, vous savez, c'est... au contraire, lorsqu'on accepte, en fait, lorsqu'on est bienveillant avec soi-même, je pense qu'on devient plus fort. Vraiment, c'est une force d'être bienveillant. Parce que vous savez, je trouve que la vie, elle est tellement dure, en fait. Il nous arrive des tas de choses, on a des événements difficiles, on a des problèmes avec, des fois, des conflits avec notre entourage, on a peur de plein de choses, plus la société, il y a beaucoup d'insécurité. Si à l'intérieur, on s'autoflagelle, on se torture, en fait, c'est mort. C'est mort, effectivement. On est compressé, on est pris en sandwich entre la pression, les événements extérieurs et notre propre stress à l'intérieur. Et donc, c'est important que la bienveillance soit là comme un rempart pour nous protéger de tout ça, parce que c'est vraiment important de prendre soin de soi. Parce que finalement, avec qui on va vivre jusqu'à la fin de nos jours, avec qui on va mourir? Nous-mêmes, en fait.
Donc, c'est pas la peine de vivre avec quelqu'un qui, à l'intérieur, nous torture, parce que des fois, je trouve que la vie, c'est assez difficile comme ça. Hein. Alors, vous dites effectivement à juste titre que la vie est exigeante. Oui. Comment peut-on être bienveillant envers soi tout en restant exigeant ? Alors, oui, effectivement, moi je trouve que la bonne exigence, elle n'est pas si mal, hein, en fait. Je crois que c'est important, effectivement, de revoir les choses pas à l'excès, parce que des fois, les gens me disent « Ah oui, je suis très, 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 très bien avec moi, je suis complètement... je dis, c'est pas ma faute, c'est jamais ma faute, je suis en échec, c'est pas ma faute, c'est comme ça, je suis hyper bienveillant avec moi. » Oui. Ça, c'est une espèce de complaisance excessive qui nous pousse... à l'inaction et puis des fois à la victimisation. Hein. C'est pas ma faute. C'est ça. C'est la faute des autres. Alors, c'est pas ma faute parce que c'est mon père qui m'a fait ça, c'est ma mère. Ah, c'est le destin, ah, c'est le mauvais karma. Alors là, je peux rien faire parce que je peux pas faire mon CV. Mon ordinateur est tombé en panne. Hein. C'est vraiment un mauvais karma. Hein. C'est les autres qui me maltraitent ou c'est la faute de mes parents. Parce que oui, les parents, vous dites qu'il faut être bienveillant envers soi-même quand on est parent, mais en même temps, la société, elle nous pousse à une certaine exigence qui n'est pas non plus à condamner, mais comment on vit avec ça, avec ce tiraillement, avec cette envie aussi de bien faire qui habite quand même une certaine partie des gens qui n'ont pas envie d'être des victimes de la vie, quoi. Non, mais voilà, donc moi je pense que l'exigence, une exigence mesurée, saine, elle est importante parce que ça nous pousse finalement vers la réalisation de nos ambitions, vers des nobles causes, etc. Mais l'exigence démesurée, elle est délétère parce qu'en fait, on n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait, on est frustré, on s'énerve. Et quand on s'énerve, en fait, on a des émotions fortes, par exemple. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être développer donc de nouveau des comportements inadaptés. Par exemple, il y a des gens qui sont trop stressés parce qu'ils mettent trop d'exigences. Et ils vont boire de l'alcool, par exemple, pour s'anesthésier, pour diminuer le stress. Des fois, ils cherchent à écraser les autres parce qu'il faut être encore plus performant. On va attaquer les autres, on va leur marcher dessus, etc. Donc l'exigence, entre guillemets, saine ou mesurée, c'est une exigence où il y a finalement un équilibre entre le dépassement de soi et puis en fait prendre soin de soi. C'est aussi cultiver des moments de lâcher prise, de détendre et pas toujours être dans la performance, la compétition, les exigences, je dois, il faut. Donc c'est un équilibre entre je fais tout pour me dépasser et aussi des moments de calme, de relâchement, de lâcher prise. Je peux effectivement être exigeante, par exemple, dans certains domaines de ma vie, mais pas tout. Par exemple, on peut effectivement être exigeant dans le travail, mais à la maison, on va quand même peut-être s'accorder de la détente et pas rentrer à la maison et faire le ménage parfaitement parce qu'il faut que ce soit aussi parfait à la maison. Oui, vous donnez d'ailleurs l'exemple de cet homme qui est très perfectionniste, très exigeant et qui rentre plus chez lui et sa femme le met au pied du mur et lui dit « mais en fait, tu continues comme ça et je te quitte ». Exactement, moi j'ai des gens comme ça, ils sont obsédés par exemple dans le domaine professionnel, ils sont très exigeants, ils désinvestissent en fait les autres domaines de leur vie, ils sont plus au contact avec leurs amis, avec leurs conjoints et leurs enfants. Leurs enfants, effectivement, ils pensent qu'à bosser et puis en fait finalement, ça fait des conséquences négatives sur l'environnement, l'entourage en fait, parce qu'il y a une espèce d'exigence jamais satisfaite. Il faut savoir que plus on met la barre haute, et plus en plus on a le risque d'échouer. Et plus on échoue, et puis pour certaines personnes, plus on met encore la barre encore plus haute, et ainsi on rentre dans une espèce de cercle vicieux où en fait on échoue, et au lieu d'être bienveillant, se dire « c'est ok, j'échoue, il n'y a pas de problème », et puis dans l'échec, on peut transformer ça en capacité d'apprentissage, qu'est-ce que j'apprends ? Certaines personnes, elles s'autoflagellent. Je suis nulle, je suis pas à la hauteur. Quelle honte, les autres, ils font mieux que moi. Et un coup de plus de perfectionnisme et d'exigence élevée. Et on est un peu comme, finalement, un hamster pris dans la cage de l'exigence, du perfectionnisme et de l'échec. Nous vivons souvent enfermés dans la caverne de notre esprit, biaisés par nos expériences, notre éducation. Pour toucher à la vérité, nous devons oser sortir de cette caverne, chercher la sagesse, la liberté et la connaissance. Chacun de nous habite sa propre caverne faite de préjugés, de schémas négatifs, de blessures passées et de comportements excessifs ou inadaptés. Nous croyons souvent que cette sombre caverne est tout ce qu'il existe. Mais en réalité, elle n'est que la prison de notre propre fabrication.
Céline Tran, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage extrait de votre livre. Oui. Pourquoi avoir choisi ces lignes ? Alors pourquoi j'ai choisi ces lignes? Parce que je crois vraiment à la liberté intérieure. Et la liberté intérieure, c'est vraiment une connaissance de soi qui est vraiment très importante, je pense, pour sortir de nos souffrances. Parce que tout le monde veut être heureux, mais des fois, on se rend pas compte que ce qu'on fait, c'est pas très juste. Et que nous sommes dans une caverne. Et on croit que la caverne, c'est-à-dire nos pensées, nos jugements, nos opinions, c'est vrai en fait. Il y a des gens qui me disent, mais moi je pense que dans la vie, il faut écraser les autres. Waouh. C'est très d'actualité. Ouais. Il faut écraser les autres parce que soit tu écrases les autres, soit ils t'écrasent. Ouais. C'est quoi? C'est dans une logique de compétition? C'est quoi? Ouais, de défense, d'attaque. Il faut écraser les autres, sinon les autres, ils vont te marcher dessus, ils vont te piétiner, ils vont te faire du mal. Donc toi, il faut que tu leur fasses du mal avant qu'ils te fassent du mal. Vous voyez, en fait. Très bien. Et ça, en fait, quand on a ce genre de pensée, parce que souvent, on a des croyances qui viennent de très loin et on les remet pas en cause et on croit que c'est la vérité. Et on agit comme ça sans jamais les remettre en question. C'est un peu comme si on avait grandi dans une caverne et on ne sait pas que derrière, au-delà de ça, en fait, en dehors, il y a la lumière. Et c'est autre chose, c'est d'autres pensées, c'est d'autres perceptions qui sont peut-être plus justes. Et on va agir, on va rester avec ce genre de pensée et on va agir en conséquence. Et vous voyez, en fait, après, comment on peut mener notre vie avec ce genre de croyances. Oui, parce que ces croyances amènent des comportements. Exactement, des comportements. On va chercher à dominer les autres, à les attaquer, à avoir de l'emprise sur eux. Ou d'autres, leur caverne, c'est la vie est extrêmement dangereuse. Ne fais rien, ne bouge pas le petit orteil, sinon il va t'arriver un malheur. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien parce qu'ils évitent le danger. Et leur vie est étriquée. Il y a des gens, ils voyagent pas, ils n'osent pas prendre en fait les transports. C'est les gens qui sont phobiques, ils n'osent pas prendre l'avion. Alors qu'en fait, il y a une partie d'eux qui veut tellement en fait voyager. Vous voyez, nous aspirons tous à une vie, comme vous dites, bonne et heureuse. Mais des fois, on se rend compte que, avec nos croyances, nos schémas, on va pas vers cette vie bonne et heureuse. On va vers des choses négatives parce qu'on nous a appris, on croit que c'est comme ça. Mais c'est faux en fait. Il y a une sortie et c'est important de cultiver en fait la connaissance de soi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette thérapie d'acceptation et d'engagement dont vous parlez dans votre livre qui m'a beaucoup inspirée? Alors, la thérapie de l'acceptation de l'engagement, j'en parle dans mon livre parce que c'est important, je pense, de cultiver des valeurs en fait pour sortir de nos schémas. Comme vous le dites très bien, une vie bonne et heureuse. Et en fait, c'est quoi? En fait, qu'est-ce qui me fait me lever le matin? On peut se demander qu'est-ce qui me fait vibrer le matin? Quel sens j'ai envie de donner à ma vie? Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un qui écrase les autres? Est-ce que j'ai envie d'être hyper perfectionniste, etc. Non, j'ai envie d'être détendue. Et comment je peux faire, en fait? Vous voyez, c'est des qualités qu'on peut développer pour aller vers cette vie dont on a envie et pas aller vers nos schémas. Moi, je dis souvent, vous avez envie de quoi le matin? En fait, qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Et puis, il y a des gens qui me disent, ah ouais, en fait, c'est mes enfants. Par exemple, l'autre fois, j'ai un patient et sa femme vient de mourir d'un cancer et il a 2 jeunes enfants. Il m'a dit, en fait, moi, si je m'écoutais, je resterais au lit, en fait. Je dormirais toute la journée tellement je suis dévastée. Ça me fait vraiment de la peine. J'ai envie de rien. Mais moi, ce qui est important, c'est mes enfants. Mais vraiment. Je voudrais qu'elles se sortent de cet épisode. Donc, le matin, qu'est-ce que je fais? Je prends sur moi ma tristesse et je leur chante des chansons, je les emmène à l'école. Au fond de moi, je suis triste, mais je leur montre pas parce que je pense que c'est important qu'elles voient un papa joyeux parce qu'elles sont assez tristes comme ça d'avoir une maman morte il y a pas longtemps. Donc le matin, je prends sur moi, je sais que je suis triste, je mets ma tristesse un petit peu en arrière-fond et je leur chante des chansons, je les emmène, j'organise des goûters d'anniversaire. Et quand elles sont plus à la maison, qu'est-ce que je fais? Je pleure. Mais je leur montre pas. Et qu'est-ce que vous lui dites? Et moi, je lui dis, vous êtes super, vous êtes très courageux, je vous admire. Et ça me touche. Oui, et c'est ça, en fait, la thérapie de l'acceptation de l'engagement. C'est-à-dire qu'on va, en fait, accepter nos émotions désagréables pour aller vers quelque chose de plus grand que soi, qui a un sens, en fait. Quelqu'un qui a, par exemple, un schéma d'abandon, la personne, là, elle me dit, moi, j'ai envie d'être une conjointe, une compagne gentille, compatissante,
J'ai pas envie d'être une espèce de folle furieuse furie qui, lorsqu'elle elle me dit, j'ai l'impression d'une espèce de mégère là, qui arrive, c'est horrible. Je hurle dessus, pourquoi, t'es où? Ouais. Et je dis, en plus, mon compagnon, plus je fais ça, et plus il s'éloigne de moi. Plus ça le fait fuir, bah oui. Ouais, et puis ça lui fait fuir, et puis je deviens une furie, là. J'ai dit, c'est horrible, j'ai l'impression presque, je courais après qu'un rouleau de pâtisserie, là. Oui, je me déteste moi-même à me voir faire ça, quoi. Ah oui, elle me dit, je suis horrible, parce qu'après les crises, elle se culpabilise, elle dit qu'elle est une mauvaise personne, et que de toute façon, il peut que l'abandonner, quoi. C'est normal. Et donc, elle me dit, je lui dis, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de cultiver comme qualité? Elle me dit, j'ai envie d'être une belle personne. J'ai envie d'être une compagne aimante, gentille, qui va être dans le souci de conjoint, qui va partager des bons moments, etc. Et donc, quand il revient et que j'ai l'espèce de colère, là, hyper énorme, je respire, je laisse descendre la colère et je lui montre pas, en fait, que j'ai pensé qu'il allait m'abandonner, que j'étais furax, que c'est faux. En fait, c'est un schéma d'abandon. Et là, je lui demande, on peut parler de la journée, on peut communiquer, on peut essayer d'être en lien, je propose en fait une sortie, etc. Ou alors, elle peut aussi en fait parler de ses besoins. Voilà, moi j'aurais bien voulu que tu rentres un peu plus tôt, que tu m'avertisses plutôt que devenir la mauvaise personne qui se déteste après. Oui, parce qu'une émotion, ça dure 90 secondes. Ouais, l'émotion, elle est très brève en fait. Et souvent en fait... Ce qu'on demande aux gens, c'est juste regarder l'émotion. Il faut surfer sur la vague, simplement vous la laisser s'apaiser. Et après, vous pouvez vraiment agir. Alors, c'est un psychiatre qui s'appelle Viktor Frankl. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Bien sûr. Il est super. Oui. Hein, et j'adore sa phrase. Il dit qu'entre le stimulus et la réponse, il y a un espace de liberté. Et dans cet espace de liberté, il y a en fait... un pouvoir d'action, un pouvoir de développement personnel et de liberté. Donc en fait, dans la thérapie ACT, on peut aussi dire que, vous voyez, vous avez un événement qui arrive et avec le schéma qui se déploie, on va surinterpréter et avoir une émotion très intense. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on développe des comportements inadaptés? C'est qu'on va avoir une réponse d'impulsivité par rapport à l'émotion. On démarre au quart de tour avec des réponses inappropriées. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut laisser simplement reposer l'émotion dans cet espace de liberté. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir une action qui va dans le sens de nos valeurs. Voilà, c'est notre boussole. Parce que sinon, en fait, on déraille. Et on laisse passer cette émotion en utilisant le corps via la respiration. Oui, il y a la respiration, il y a les ancrages. Quand les gens, en fait, par exemple, on peut localiser l'émotion qui est très forte, où elle se trouve dans le corps. Souvent, des fois, c'est au niveau de la poitrine, au niveau du ventre. Vous voyez, où est-ce qu'elle est? Il y a une partie localisée. Souvent, les gens croient que l'émotion, c'est de la tête aux pieds. Mais en réalité, est-ce que vous avez l'émotion dans vos doigts de pied? Non. Est-ce que vos doigts de pied ont peur? Est-ce que votre plante de pied est en colère? Est-ce que votre dos a peur? Non, en fait. Est-ce que vos mains, comment sont vos mains, en fait? Non, elles ne ressentent pas d'émotion. Donc, on va, en fait, apprendre aux gens, en fait, à repérer où se trouve l'émotion. Parce que les émotions se trouvent dans le corps. Et on va contenir cette émotion dans le corps, la ressentir et la laisser passer simplement en s'ancrant dans le corps, parce que le corps, il est solide, il juge pas, il va pas dire « Oh là là, c'est affreux, t'as vu comment tu es triste, c'est faible ». Le corps a une sagesse. Le corps, il contient les émotions, alors que la tête, en fait, elle part dans tous les sens. Donc, on va demander aux gens, par exemple, de focaliser leur attention dans le corps et de voir où se trouvent les sensations physiques qui correspondent aux émotions. Par exemple... vous parlez du body scan? Ouais, voilà. En fait, le body scan, ou alors on peut juste regarder où elle se trouve, respirer dans ces sensations. Voilà. On respire, on inspire. Lorsque c'est trop puissant l'émotion, on peut par exemple faire la marche en pleine conscience. On peut se focaliser, déporter notre attention au niveau des épaules, au niveau des mains. Parce que en fait, lorsque les gens n'ont pas l'habitude de méditer, ils vont focaliser leur concentration sur l'émotion et des fois c'est trop fort et ils sont happés là-dedans comme un trou noir. Donc, il faut se déporter de là où on ressent les émotions. Imaginons, j'ai un schéma de rejet. Le schéma de rejet, c'est quoi? J'ai toujours l'impression que les gens vont me rejeter. Je m'attends à être rejetée. Donc, je suis un peu sur le qui-vive. Je sais que c'est un schéma.
Mon conjoint, il rentre. Décidément, le conjoint, Il prend cher aujourd'hui. il prend cher aujourd'hui. Hein. Le conjoint, C'est le conjoint, c'est pas la conjointe. C'est problème de couple aujourd'hui. Hein. Imaginons, moi j'ai des gens comme ça, ils me disent mon conjoint. Souvent, on est activé par nos proches. Hein. La personne, elle me dit mon conjoint revient. Et moi, je dis ah là là, je suis trop contente. Je vais pouvoir lui parler, partager ma journée. Puis il arrive, et puis il est hyper froid en fait. Il est assez froid, il parle pas, je sais pas. Et la personne, elle commence à me dire non mais je suis sûre qu'il me rejette. Je suis sûre qu'il me rejette. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle ressent une espèce de grosse boule dans le ventre. Une grosse boule. Et d'habitude, en fait, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait en fait dit mais ça y est, tu me rejettes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parfois, elle dit oh, désolé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? En s'excusant, en s'assujettissant. Bon, il y a des fois que les gens, il y a des personnes qui sont dans l'attaque, puis d'autres qui sont dans l'assujettissement. Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vois, il y a un truc, il y a un problème. Des fois, le conjoint, il est juste, je sais pas, stressé, il a eu un PV, rien de particulier, quoi. Et puis, en fait, on va personnaliser, on active le schéma de rejet. Donc, la personne, elle me dit, voilà, avec la technique, ce qui se passe, c'est que je ressens une boule dans le ventre, je respire et je me dis, en fait, c'est quoi mes valeurs? Je voudrais pas, en fait, être quelqu'un qui s'excuse tout le temps. J'en ai marre de m'excuser tout le temps en disant, excuse-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous voyez, je me confesse, dis-moi, voilà. Je dis, non, en fait... Je respire, je ressens la boule dans le ventre. Je vois que c'est mon schéma, que j'aurais trop envie de m'excuser, par exemple. Je vais dire non. Je vais pas m'excuser, je vais juste lui dire « Ah oui, en fait, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air un petit peu fatigué, t'es un peu distant. Est-ce que t'as un souci? Est-ce que tu veux qu'on en parle ?» Oui, c'est totalement différent. Totalement différent. Que pensez-vous des injonctions autour du développement personnel comme pense positive, aime-toi? Est-ce que ça marche, ça? C'est un peu à la mode en ce moment, il y en a beaucoup. Et ça, c'est encore des exigences élevées en fait de la société où on doit être performant, il faut qu'on s'aime, il faut être ceci, il faut développer des tas de qualités, etc. Et je pense pas, ça nous met encore une autre pression parce que si on échoue, on est en échec. Vous voyez, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'elle a très peu confiance en elle. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup d'exigences élevées. Il faut que je sois performante, il faut que je sois ceci, il faut que je sois cela. Et elle met tellement d'exigences qu'elle est en échec. Donc, elle a été voir une personne, en fait, qui est, je crois, un coach en développement personnel, qui lui a dit, écoute, il faut que tu répètes 5 fois par jour. Confiance, optimisme, dynamisme. Ouais. Confiance, dynamisme, optimisme. Ça marche pas parce que y a une partie d'elle qui fait ça, comme un espèce de robot d'injonction, puis il y a une autre voix, la voix critique dit, tu vois, tu n'y arrives même pas. Combien elle a payé pour ça? Cher. Très cher. Alors, vous voyez, donc, tout le monde peut le faire. Hein. Dynamisme, confiance. Optimisme. Optimisme. Voilà. Oui, optimiste, c'est important, hein, mais en fait, c'est pas en se répétant optimiste qu'on est optimiste. Hein, oui. Parce qu'il y a la voix critique où les gens disent tu dois être optimiste. Non, j'y arrive pas. Tu es en échec. Même ça, tu n'y arrives même pas. Est-ce qu'on peut être trop optimiste? Trop, des fois, trop. Les gens qui sont trop optimistes, c'est aussi une stratégie un peu inadaptée. En fait, finalement, ils évitent les émotions. Ouais, tout va bien. Et on voit rien, en fait. L'optimisme mesuré, c'est que oui, il y a le verre, on voit le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, mais enfin, on voit l'ensemble, quoi. On voit pas que... parce que des fois, les gens, c'est juste, je suis hyper optimiste, j'ai une maladie grave, mais c'est pas grave, je vais pas voir le médecin parce qu'il y a une guérison naturelle, je suis hyper optimiste. Ouais. En fait, votre livre, avec votre livre, on travaille son discernement. Exactement. Mais carrément, c'est la sagesse, le discernement. Pour aller vers la liberté intérieure, en fait, de s'affranchir de ça. Parce que, mine de rien, je trouve que les schémas, les jugements critiques, l'exigence, ça nous aliène. En fait, c'est une aliénation, c'est une prison. On se torture, en fait, c'est une torture mentale. Hein. Et on torture notre environnement. Mais bien sûr qu'on torture. Il y a des gens, ils posent des normes, des exigences à leur entourage. Ils contrôlent l'environnement, ils contrôlent leur entourage. Ils se malmènent, ils critiquent les autres. Parce que, mine de rien, il y a des gens... Qu'est-ce qu'ils font? C'est que pour faire l'économie de la critique intérieure, ils vont passer leur temps à critiquer les autres. T'as vu comment elle est habillée aujourd'hui, là? Ça lui va vraiment pas du tout, hein. Et t'as vu lui, hein? Il est vraiment nul, hein. Je sais pas pourquoi il a eu ce poste. Et t'as vu cette mère de famille, là? Vraiment, elle se laisse aller, hein. Ouais, il vous amenez ça à une
à une pauvre estime de soi, en fait. Exactement. Et c'est une façon finalement de... Vous voyez, quand on a une pauvre estime de soi, on va essayer de se rehausser en critiquant les autres. Céline, en quoi croyez-vous ? Je crois à un monde meilleur. Je suis optimiste. Oui, très. J'ai envie de croire que ça va aller, vraiment. Et que petit à petit, en fait, avec toutes les petites actions qu'on peut faire, qu'on peut un peu renverser les choses, même si c'est difficile parfois. Et je pense que vraiment, si on était bienveillant avec nous-mêmes, on pourrait développer des meilleures relations avec les autres. On ne serait pas obligé de les attaquer, de les dominer ou d'avoir des rapports de violence. Et si chacun était un peu bienveillant avec soi-même, et ben ça changerait un petit peu notre entourage. Vous voyez, et après, ça fait un peu effet de domino. Mais bon, je suis peut-être un peu idéaliste. Vous avez foi en l'homme. Ouais, vraiment. C'est pour ça que vous avez écrit ce livre. On le sent dans votre livre, en le lisant, que vous avez foi en l'homme. Ouais, j'ai foi parce que, vous savez, j'ai des gens qui arrivent et en thérapie pour faire ce travail de discernement. J'ai des voix tellement courageux, vous voyez, à me dire voilà ce que je pense, et que c'est au plus profond de moi-même. Et des fois, ils me disent oh, vraiment, j'ai honte de vous dire ça, mais je vous le dis quand même. Et je dis mais vous êtes courageux, vous savez, vraiment courageux. Parce que je leur dis pour aller vers la lumière, en fait, il faut accepter de traverser nos zones d'ombre et pas de les contourner. Ça, c'est vraiment les thérapies humanistes qui disent ça. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on veut aller vers la lumière, donc une vie bonne et heureuse, mais on ne veut pas aller regarder nos zones d'ombre. Et nos zones d'ombre, c'est nos schémas négatifs. C'est nos jugements, nos préjugés, les jugements sur les autres, sur nous-mêmes, la voix critique. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Ce qui m'inspire et m'émeut, c'est des fois quand je vois les gens, il y a plein de choses en fait qui m'émeut et m'inspirent. Alors je vois des gens qui arrivent et qui redeviennent des petits enfants parce qu'on fait un travail sur l'enfant intérieur en thérapie des schémas. Et je vois des personnes là, des grands gars costauds, tout ça, qui ont des gros postes, qui arrivent très puissants sûrs. Et puis quand on accède aux blessures de l'enfant, ils redeviennent des tout petits enfants. Et des fois, je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez au fond de vous ? Et alors, le petit enfant, parle et dit, je voudrais qu'on m'aime. Et ça, en fait, c'est vraiment, ça me touche. En fait, quand ils enlèvent leur carapace, ils disent, en fait, moi, je voudrais tellement qu'on m'aime, en fait. Eh bien, merci Céline. Merci beaucoup. Imaginez un funambule. Il avance, concentré, tendu, en équilibre précaire. Chaque pas est une lutte. Et puis, un instant, il respire. Il comprend que ce n'est pas la corde qui le soutient, mais sa propre confiance. Alors il relâche un peu. Et tout devient plus fluide. Céline, votre travail nous rappelle que la bienveillance envers soi-même, ce n'est pas se complaire ni fuir la difficulté. C'est comprendre que lutter contre soi, c'est ajouter du poids à l'équilibre déjà fragile de nos vies. Votre livre, Apprendre la bienveillance envers soi-même, nous emmène au cœur de notre monde intérieur et nous apprend à voir nos réactions, stress, anxiété, culpabilité, non comme des ennemis à éliminer, mais comme des signaux, des messages que notre corps nous envoie, des mécanismes que notre cerveau a mis en place pour nous protéger. Parfois maladroits, souvent incompris, mais toujours guidés par une logique évolutive. La bienveillance envers soi-même, c'est aussi cela. Écouter ces signaux au lieu de les combattre. Ne pas chercher à éliminer chaque imperfection, mais comprendre ce qu'elles ont à nous dire. Chers auditeurs, peut-être qu'au lieu d'une faiblesse, vous y trouverez une force. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà, chers auditeurs, vous le savez, l'aventure ne s'arrête jamais ici sur Bloomingyo. Avant de partir, un petit rappel. Nous sommes un média indépendant et dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Chaque souscription, chaque soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à vous offrir du contenu authentique, libre et inspirant. Alors il y a plein de façons de nous soutenir, que ce soit en cliquant sur « Rejoindre » si vous êtes sur YouTube,
ou directement sur le site bloomingyu.fr. On ne va pas se mentir, le soutien financier est essentiel. Mais bien sûr, si vous ne pouvez pas souscrire, tout, ou plutôt presque tout, reste accessible comme toujours, gratuitement. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre notre cercle privilégié ? Si oui, vous savez où cliquer. On vous attend.